vous étiez nombreux dans les supermarchés à me demander, mais les programmes sur PSTV, nous voulons également te voir. Et ça faisait très longtemps que nous n'avions pas été présents ici sur le plateau de PS Télévision. Et vous savez aussi que nous étions frappés par une décision du CESAC, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notre régulateur. Mais ici, nous tenons à remercier non seulement les dirigeants de cette institution, mais plus personnellement le président Christian Bossembe. Nous le faisons très rarement, mais on doit le faire parce que avec l'équité et la justice, il a compris qu'il était temps d'élever cette mesure. Et nous sommes là. Nous sommes là pour une cause. La cause, c'est la Res Publica, la République. Des questions politiques, on en parle. Des questions de l'air, on en parle. Mais la population aussi doit être au centre. C'est comme ça qu'avec engagement, détermination, nous allons de temps à autre passer le temps avec la population, essayer de vous laisser aussi parler, mais avec les politiques, les analystes politiques, parce qu'ils nous apportent, ils sont une source de développement d'informations, mais une information qui sera très bien filtrée par les professionnels que nous sommes, mais aussi parce qu'en étant professionnels, nous connaissons qu'il y a, à un moment donné, il faut filtrer l'information qui passe et que vous consommez. Que votre consommation de télé soit une consommation beaucoup plus intelligente, mais beaucoup plus saine. Nous ne voulons pas que vos oreilles soient polluées par des mauvaises choses. Voilà pourquoi je vous invite, bienvenue encore sur ces grands magazines Vraie Version, magazine du peuple, et les porte-paroles du peuple Didier Kanyinda. C'est comme ça qu'on m'appelle. J'ai le réel plaisir de recevoir Marat Bobola. Il est cadre de l'UDPS, communicateur, mais on fait parler de lui ces derniers temps. On l'appelle Monsieur Retire-toi, Monsieur Retire ça, c'est comme ça que sur les réseaux on l'appelle. Mais c'est un très bon analyste. Nous allons analyser sur des questions. On va essayer de piper mot sur les discours du chef de l'État, sur la tribune des Nations Unies, mais nous allons rester sur une activité qui s'est passée hier, où le directeur général Augustin Kouba a signé la charte, un acte d'engagement à l'Union sacrée. Vous allez voir les images et nous allons essayer d'en commenter. Marat, bienvenue. Merci, Monsieur Didier. Merci pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Je pensais aux Congolais qui sont dans le haut plateau de Fizi. Nous sommes dans la province de Sud Kivu. Je voulais les saluer. Sans oublier les Congolais qui nous suivent dans la province d'Ilolaba chez notre maman Fifi Masuka. Et puisque vous avez parlé de Christian Bossembe, permettez-moi quand même de lui jeter quand même des fleurs. C'est parmi les jeunes qui font la fierté de notre pays. Okay. Et plus précisément dans les domaines notamment de l'amélioration, comme vous avez dit, de la régulation du secteur de l'audiovisuel, de la communication, à travers les bons conseils. Ouais. Je le vis dernièrement il fait donc la fierté de la jeunesse. Ah mais oui, il fait la fierté. Je le vis dernièrement avec les acteurs du groupe théâtral, oui, où c'était question de pouvoir échanger avec eux, afin de les amener à comprendre leur sens de métier. Parce que lorsque nous sommes dans un pays, M. Didier, pour citer avec cette salutation, oui, il faut savoir que lorsque nous détruisons nos mœurs, oui, lorsque nous détruisons ce qu'on appelle nos coutumes et mœurs, alors nous sommes un peuple qui est en train de se perdre pendant que nous sommes en train de voir. Alors M. Christian Bossembe qui fait un bon travail, jusque-là au niveau du CESAC, avec notamment les nettoyages aussi de certains acteurs politiques au niveau des médias. Je crois que je voulais quand même lui jeter des fleurs. Sans oublier notre camarade aussi, un compatriote au niveau de l'ECD, oui, Maître Jean-Pinga Lola, lui aussi, qui a été sanctionné, oui, par les CESAC à cause notamment de
de certaines bêtises, de certains adages qui ne nous honorent pas. Oui. Alors, je me demande, Maître Jean-Pierre, qui est aussi quelqu'un qui maîtrise bien les droits, mais avec ces histoires-là des Yamboyo et consorts, que c'est comme ça que c'est ça qui lui avait sanctionné. Et nous espérons que quand il va répondre le média, qu'il lui donne le meilleur de lui-même, qu'il lui démontre combien il maîtrise notamment les secteurs des droits, mais aussi de la politique en lieu et place de commencer à faire un peu l'apologie des bêtises sur le média, ce qui n'est pas une bonne chose. Très bien. Alors, on vous juge un peu trop. J'ai suivi quelqu'un qui a dit que, qui a fait la comparaison. À l'Obi, sur le émission Kala, il y a Vie Mokia, et les restes, les Moïse Monidela, 4 vérités, les face-à-face. Et aujourd'hui, vous qui êtes co-débatteur, il y a une grande différence. Vous êtes tombé si bas, c'est ce qu'on dit, vous êtes tombé si bas, il n'y a pas de grandes et de fortes réflexions. Boza n'a pas buzz, Boza n'a matalana, et puis c'est compliqué. Qu'est-ce que Mara Bobo en pense? Bon, merci pour le reproche. Je pense que lorsque vous recevez des remarques de la part de notre peuple, ça dit que ce peuple a besoin de quelque chose. Mais ici, je vais rester vraiment un analyste scientifique. Oui. Je ne vais pas aller dans le terrain politique. On ne donne que ce qu'on a et celui qui reçoit ne reçoit que ce qu'on lui donne. C'est-à-dire quoi? Nous sommes en train de vivre un phénomène dans notre pays aujourd'hui. Le phénomène s'appelle Matalana et le buzz. C'est-à-dire, les gens veulent, les gens cherchent à être connus. C'est-à-dire, je dois d'abord être connu dans les mentalités, dans le mental notamment des peuples, que je sois connu, les restes, nous allons faire ça après. Alors, les gens pensent qu'être connu, on confond être populaire et être un homme d'État. Oui. Vous comprenez? Maintenant, cette histoire-là, à la recherche de buzz, à la recherche notamment d'être connu sur la place publique, empêche maintenant les élites ou la classe de l'élitisme, notamment, de pouvoir dominer. Okay. Je vous donnerai un exemple. Nous sommes aujourd'hui, nous parlons par exemple les questions importantes qu'on peut aujourd'hui parler à notre peuple, les questions liées par exemple sur la sécurité. Oui. Mais vous allez comprendre que le peuple qui nous suit, lorsque vous parlez des questions qui amènent le peuple à la réflexion, lorsque vous débattez sur les questions qui amènent le peuple notamment à la réflexion, oui. Ce peuple n'est pas prêt de consommer ce dont vous donnez à ce peuple. C'est comme ça qu'il faut tomber bas, faire, je ne dis pas, du théâtre, parce que le peuple tout le monde ne reçoit pas ce qui est sérieux. Les peuples, s'il vous plaît. Vous pensez que la population qui nous suit consomme du n'importe quoi? Attendez, oui. Vous m'avez posé une très belle question. Oui, allez-y. Je vous donne seulement un autre exemple. Relancer. D'accord. Oui. Je vous amène dans le domaine du théâtre. Oui. C'est un exemple que je venais de donner tout à l'heure. Regardez comment fonctionnent nos artistes théâtrales aujourd'hui. Les exemples qu'ils donnent, l'habillement, la morphologie, la forme et le contenu de leur théâtre. C'est-à-dire, ils donnent à un peuple ce que le peuple exige. Et qu'est-ce que le peuple demande? Pour ne pas parler de ce que l'artiste musicien Félix Ozeko a chanté, que demande le peuple? Aujourd'hui, est-ce que notre peuple aujourd'hui demande des questions importantes? Moi, j'étais sur comment on appelle, sur un média de la place. Là, vous posez une question comme ça. Okay. Le peuple ne demande pas des questions pertinentes et sérieuses. Non, c'est-à-dire que l'actuel peuple aujourd'hui, oui. Je dirais, c'est une classe qui est dominée par la majorité des gens qui ne veulent pas voir des questions importantes. Comment? Quand vous dites que les peuples aujourd'hui sont tombés bas, ils ne veulent plus des questions sérieuses. Mais ce sont des réalités que nous vivons dans cette société. Mais cette idée, oui. Nous n'avons pas une autre société. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces... Alors, c'est-à-dire quoi? Je vous amène encore dans un autre exemple. Oui. Dans le domaine musical. Les musiciens ne donnent à ses fans que ce que les fans exigent. Nous allons dans le monde des réseaux sociaux. Prenez seulement un seul article. Essayez de publier ça. Oui. Là où vous avez par exemple 10 pages. Vous publiez. Oui. Ce peuple a l'immaturité, excusez-moi, de ne pas avoir le temps de lire. Le peuple veut lire des choses qui sont courtes. Okay. Des thématiques qui sont courtes. Okay. Où vous relatez une histoire. C'est-à-dire que cette histoire...
C'est-à-dire que le buzz maintenant a pris de la place. Oui. C'est parce que le peuple ne veut pas consommer ça. Mais là, contrairement, est-ce que problème, contrairement oui. à ce que nous avons vécu à l'époque, notamment de nos grands frères. Mais il y a un adage qui dit, oui. Si tu veux cacher une vérité à un Africain, à un Noir, cachez ça dans un livre. Dans un livre. Est-ce Oui. que Banda Kala, mais ça ce n'est pas la chose. Peut-être que Banda Kala, il y a des journées. Non. Mais les problèmes maintenant, que doivent faire les intellectuels? Est-ce qu'il faut quota, vous tombiez dans ça? Tout, il faut relever les niveaux. Il faut donner le meilleur de soi. Mais c'est Didier me reçoit sur son forum ou alors sur son plateau de télévision. Oui. Mais c'est Didier commence à me relancer, à me poser des questions qui ne sont pas des questions pertinentes. Pensez-vous vraiment que je vais sortir le meilleur de moi-même? Bon. Les niveaux de questions que vous nous posez nous poussent également à donner les meilleurs de nous-mêmes. Ah, mais là, vous êtes en train d'acquiser plusieurs personnes. C'est-à-dire vous accusez même le journaliste. Non. Vous accusez oui. Donc, Écoutez, vous pensez que ces émissions-là... Écoutez. Les problèmes, c'est aussi les journalistes qui posent des questions terre à terre. Les responsabilités sont partagées. Donnez-moi 30 secondes. Non, mais on va pas ça. S'il vous plaît, les responsabilités sont partagées. OK. L'État a sa part de responsabilité. Oui. Nous avons parlé de CESAC ici avec Christian Moussembe. Il a sa part de responsabilité. Oui. Nous également, les acteurs politiques, nous avons nos responsabilités. Les journalistes aussi. Les journalistes aussi. Okay. Les peuples aussi. Les peuples aussi. Donc les responsabilités sont partagées. Maintenant, dans tout ça, là, je te coupe. Si chaque responsabilité, là, je te coupe. Si chaque responsabilité n'est pas prise en compte. L'État aussi a sa responsabilité. Mais oui, l'État a sa part de responsabilité. Mais là, je te coupe. Oui. Là, je t'arrête. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le sujet du jour. Je vous avais dit vrai version bandit. Et là, je lance un débat. Okay. À la prochaine émission, nous allons parler des mentalités et la mentalité politique. Nous serons à 3 ou à 4. Nous allons échanger sur ces questions. En Lingala, on va choisir des bons co-débatteurs, mais Marast Bobo là sera là. Ça sera un débat scientifique. Je vais vous inviter à suivre le directeur général Augustin Kouba, qui a signé un acte d'engagement, mais je lui ai posé des questions que vous attendez. Est-ce que ce n'est pas la politisation des entreprises? Cette question, je lui ai posée. Suivez, nous allons commenter tout juste après. Regardons. Dire à tout le monde sur des encore d'être du bon côté de l'histoire. Il n'y a pas de connotation politique, c'est un acte de patriote, un acte patriotique pour notre pays, surtout en ce moment difficile que traverse notre pays. On ne peut pas parler de politisation, nous sommes des vrais professionnels quand nous sommes au boulot.
et nous ne pouvons pas mélanger la politique au travail. Mais en même temps, nous devons être du bon côté de l'histoire et appuyer notre pays quand c'est nécessaire. Il n'y a rien de politisation. Le travail, à ce qui concerne la société, ne change pas. Même engagement, même discipline, mais surtout de façon aussi à appuyer notre pays et être derrière le chef du pays, le président. Il n'y a pas de politisation de sécurité. Voilà, nous sommes donc en direct. Vous avez suivi les DG Augustin Kouba, qui était en direct, qui était au siège de l'Union Sacrée. Donc je disais que nous sommes en direct. Nous saluons les DG Kouba où il est. Vous allez voir ces images en boucle, bien évidemment. Mais Marat Bobola, vous étiez présent à l'activité. Quels commentaires vous pouvez faire à cet événement? D'abord, je suis en train de saluer un acte patriotique, un acte volontiers de la part de ces hauts cadres que je dois beaucoup de respect. Nous étant de jeunes générations, de nouvelles générations, oui, au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est le parti cher, notamment de notre héros national, père de la démocratie, mais aussi celui qui a donné sa vie pour que la démocratie soit aujourd'hui effective en République démocratique du Congo. Je cite le nom d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, okay, que M. Augustin Kouba, qui est aujourd'hui le directeur général de la Sonaïdroc. Oui. Un ancien de l'UDPS, hein? Quelqu'un qui maîtrise bien l'historique du parti, les moments forts et les moments faibles du parti. Quelqu'un qui vous explique l'UDPS en détail. Mais écoutez, quand vous échangez avec cette personne, oui, vous vous rendez compte que vous êtes en face d'un nouveau Etienne Tshisekedi Wamulumba. Un nouveau Etienne Tshisekedi Wamulumba. Un nouveau Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ah bon? Vous avez à vous en face que vous avez affaire avec un vrai démocrate. Okay. Avec celui qui maîtrise l'histoire, la création, celui qui a encore je dirais les jeunes, notamment de cette grande partie formation politique. Alors, aujourd'hui, M. Augustin Kouba, qui est allé signer un nouvel engagement, oui, pour cerner sa loyauté, sa fidélité vis-à-vis du président de la République, mais aussi à travers la vision des chefs de l'État. Mais est-ce que c'est important? Non, mais c'est Didier. Mais c'est Didier. C'est important. Mais c'est Didier. Parce qu'ils sont censés aussi être apolitiques. Hein? C'est une occasion pour moi de pouvoir expliquer ce qu'on appelle la vision du chef de l'État. En quelques mots. La plupart des personnes entendent toujours parler de la vision du chef de l'État. Oui. Nous avons le premier élément au sein de la vision du chef de l'État, la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Okay. Le président a dit qu'ils devons pacifier cette partie de la République démocratique du Congo, oui, avec plusieurs groupes armés. Aujourd'hui, plusieurs politiques ont été notamment concis et mises en application par les chefs de l'État de pouvoir pacifier cette partie. Deuxième élément, par rapport à cette vision, nous avons la volonté du chef de l'État de créer ce qu'on appelle la classe moyenne en finançant également ce qu'on appelle les acteurs porteurs de croissance afin de pouvoir avoir ce qu'on appelle la croissance économique. Et à ce moment-là, nous avons également ce qu'on appelle le produit intérieur brut que nous allons organiser. Mais dans ça, les chefs de l'État pensent aussi que nous devons aussi changer ce qu'on appelle les modèles économiques de notre pays, qui est un modèle archaïque, qui est basé sur une économie extractive et que nous devons transiter vers une économie socialiste pour le développement durable. Très bien. Et le troisième élément pour citer, oui, c'est celui qu'on appelle les combats contre les inégalités sociales. Alors, quand vous suivez le directeur général, M. Augustin Kouba, c'est comme si c'est lui qui avait en lui, Etienne Tshisekedi, il avait encore les fils biologiques d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous échangez avec lui, vous attendez même les anciens noms, vous attendez les anciennes appellations, notamment de ceux qui ont vécu avec Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et donc, le directeur général, M. Augustin Kouba, à qui je suis en train de rendre un hommage et d'avoir été aux côtés de Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'est là qui ont combattu. Aujourd'hui, si nous sommes au pouvoir, c'est grâce au combat
notamment de ceux qui ont vécu aux côtés de Etienne Tshisekedi Lumumba et qui est parmi le premier combattant de la première ère au sein de notre grande formation politique. Et d'ailleurs, j'ai fait un appel à la nouvelle génération politique, surtout au sein de notre parti politique IDPS, de contacter de telles personnes pour pouvoir s'acquérir des intelligences, mais pourquoi pas de la vraie historique de notre formation politique qui est l'Union de la démocratie, l'Union pour la démocratie et le progrès social qui est UDPS en sigle. Donc on doit, l'actuelle classe politique doit les consulter quand il y a besoin. On doit effectivement les consulter. Pourquoi? Parce que, M. Didier, savez-vous qu'il y a des héros vivants pour ces pouvoirs ici? Et le directeur général, M. Augustin Kouba, c'est parmi les héros vivants de ces pouvoirs. Parce qu'ils étaient avec Etienne Tshisekedi Lumumba. Ils ont vécu avec lui. Ils ont été formés par lui. Ils ont compris l'idée et l'idéologie, notamment de ce qu'on appelle la démocratie et le progrès social. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train de travailler. Je vous rappelle, c'est parmi les intellectuels, parmi les gens qui accompagnent les chefs de l'État avec corps et âme. Quelqu'un qui vous dit, moi, à part l'IDPS, je n'ai pas une autre formation politique où aller. Il ne sait pas ce qu'on appelle la transhumance politique. Regardez son âge, regardez l'expérience politique qu'il a, regardez l'expérience professionnelle. Mais il vous dit, je resterai toujours au sein de l'IDPS. Très bien. C'est-à-dire, ce sont des modèles pour nous, la nouvelle classe politique. Montrez-les-moi quand même. Mais ce monsieur-là, depuis qu'il est à l'IDPS, il est toujours avec la vision de Tshisekedi. Nous allons quand même le voir avant de passer dans d'autres chapitres. Montrez-moi quand même le DG. Augustin Kouba, DG de Sonaïdroc. Moi, ce que j'aime en lui, c'est qu'une chose, au-delà de la connaissance qu'il a, lorsqu'il est venu à Sonaïdroc, les bagarres et les rings se sont calmés. Vous savez qu'on avait des DG là-bas qui disaient dans l'entreprise de l'État, c'était compliqué. Montrez-moi les DG. Je me rappelle, les DG Augustin je me rappelle à l'époque, il y a même certains médias qui demandaient à ce qu'on puisse déclarer l'état d'urgence au niveau de la Sonaïdroc. Mais depuis que le secrétaire général Augustin Kouba est là, vous savez, le dialogue permanent entre les DG et les DGA et les agents et les bas syndicales. Voilà, il est là, le DG Augustin Kouba. Augustin Kouba, bon vent à vous, bon travail, nous allons voir. Mais nous allons vous tester par les bilans, nous allons fouiner, savoir où est-ce que vous avez pris l'entreprise, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous emmenez l'entreprise. C'est ça les travails aussi que nous devons faire, les travails de la jeunesse consciente, les travails de la presse consciente, mais les travails des lanceurs d'alerte avisés. Très bien. Je voulais placer 30 secondes. 30 secondes. Oui. Quand vous entendez Augustin Kouba parler, vous avez l'impression que c'est Nicolas Kazadi qui est en train de parler. Oh, mais quel raccordement! Nicolas Kazadi encore mais ici! Non, c'est-à-dire, je suis au niveau des intelligences. Vous interdire Nicolas Kazadi parce qu'on dit que Nicolas Kazadi a fait des mauvaises choses dans ces pays. Non, quelles mauvaises choses, monsieur? Mais il est cité ici, Nicolas Kazadi. Dans quoi, par exemple? Il a été cité dans les... Forage. Non, ça c'est une cabale et sorcellerie qui a été montée par l'inspecteur général des finances à l'époque, afin de pouvoir salir cette grande personnalité politique dans notre pays. Nicolas il a triplé le budget de l'État. Quel est ce ministre des Finances dans notre pays qui a déjà triplé le budget de l'État? Très bien. Quel est ce ministre? Alors, pourquoi j'avais dit, quand vous attendez Augustin Kouba parler, c'est comme si c'est Nicolas Kazadi qui est en train de parler. C'est-à-dire qu'au niveau des intelligences, au niveau des expériences, ils ont eu à travailler dans certains organismes internationaux, ils sont rentrés au pays et ils sont en train d'accompagner les chefs de l'État de pouvoir réussir sa vision et son mandat. C'est comme ça, je suis en train aussi de passer mes salutations à ce grand homme, le ministre le plus performant de l'histoire politique de notre pays en matière de finances, de mobilisation financière dans notre pays, Excellence Nicolas Kazadi. Très bien. C'est un raccordement frauduleux, mais je vous le concède. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du message et discours du chef de l'État? C'est vrai qu'on va en parler dans nos prochaines éditions. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2 mots? En 2 mots, nous pouvons retenir une volonté manifeste
de la part des chefs de l'État de continuer à faire croire aux Congolais que la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo et que les désengagements, notamment de la volonté manifeste de la part de celui qui est considéré et qui est manifesté, qui est connu par l'humanité, M. Kagame, les gangsters, les génocidaires contemporains, de pouvoir mettre fin à une agression qui a fait plus de 30 ans. Nous pouvons retenir que le chef de l'État n'a pas baissé alors sa volonté et ses bras de continuer à combattre haut et les mains ce qu'on appelle les intérêts ou alors la politique hégémonique de la part notamment de M. Kagame, de continuer à occuper illégalement les territoires congolais, à occuper, à violer nos mamans, à surexploiter. Parce que ce que fait M. Kagame à l'Est de la République démocratique du Congo, à travers le groupe armé, notamment le M23, avec la présence du militaire rwandais, qu'on appelle la force de défense à l'Est de la République démocratique du Congo, ce n'est plus une exploitation, M. Didier. Nous pouvons alors les nommer une surexploitation de matières premières. C'est-à-dire que nous avons quitté les niveaux de l'exploitation. Parce que l'exploitation, on tient compte également des normes. Mais quand on parle de surexploitation, c'est-à-dire que tous les côtés, zété, na bateau, na banyama, na matière première, tous les même wapi, na marché mondial. Et dans tout ça, le chef de l'État a démontré devant la communauté internationale que mon pays est agressé et que mon pays, jusqu'au moment où nous sommes en train de tenir ce discours, nous avons une armée étrangère qui est sur le sol congolais et qu'un pays voisin ne veut pas que nous puissions vivre ensemble dans une convivialité. Nous avons salué le message du chef de l'État, un discours historique, un discours patriotique, un discours plein d'engagement et plein d'espoir. Très bien. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que c'était notre démarrage et de la chaîne et de l'émission Vraie Version ici à PS Télévision, une émission qui passe sur d'autres plateformes, mais sachez que ici c'est les moteurs, c'est ici que nous c'est ici les leviers. Mais je vais vous laisser suivre le professeur Jean-Robert Nzanza. Il est spécialiste à l'intelligence artificielle. Il est agronome, il est ingénieur, mais il pense que nous pouvons aller de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture intelligente. Il dit des choses et il pense qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Regardons, écoutons, et nous, on va se retrouver dans nos prochains numéros. Difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que cela soit mis en application? Merci beaucoup. Et je vais répondre à la question en rappelant l'autre question que vous avez posée mais que je n'avais pas répondu. Ça veut dire qu'il faut avouer aujourd'hui que la RDC, nous sommes en retard en ce qui concerne l'adoption de l'intelligence artificielle. Et beaucoup de pays ont tellement avancé. Et la crainte, c'est quoi? Si nous ne prenons pas les choses entre les deux mains, nous resterons des consommateurs. Parce que là, il y a deux types de gens. Il y a les consommateurs, comme le Congo. Vous voyez, quand vous voyez les Congolais, chacun est avec son téléphone, soit c'est sur TikTok et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui a été créé par les autres. Mais les jeunes Congolais peuvent créer ça. TikTok, une histoire comme TikTok, on peut créer ça dans 30 minutes. Oh, 1 heure du temps, 2 heures du temps. On crée une application vous pouvez faire ça. Comme TikTok. Vous pouvez faire ça. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle. Oui. Il y a quelques applications là qu'il faut mettre. Vous allez sur ChatGPT, les codes. Il y a une application qu'on a mis là-bas qu'on appelle Codex. Donc, ça vous donne des codes. Vous pouvez faire ça aujourd'hui. C'est simple. Donc, les problèmes, c'est donc les autres pays sont tellement avancés. Ils sont des créateurs. Et nous sommes des consommateurs. Alors, généralement dans la bêtise, on consomme avec abus. Et vous savez quoi? Dans l'intelligence artificielle, ce sont les données. Les données que nous utilisons ici viennent de l'étranger. Et ça, c'est un sérieux problème. Donc, il faudrait que nous puissions commencer
à prélever nos propres données, parce que l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est juste, c'est connaître un peu de mathématiques. Voilà. Vous avez des données et puis vous avez, par exemple, la régression. C'est simple. Donc, vous prenez tout ce qu'il y a comme données. Effectivement. Vous mettez à la disposition de l'intelligence. Voilà. Il vous donne la solution. C'est comme ça. Oui. Il dit, si une maison coûtait 50 000 dans ces quartiers, 53 000, 60, tout ça. Et puis après, beaucoup de données, ils essaient de travailler, on trace et on dit, voilà, les prix. C'est comme ça, c'est ça l'intelligence artificielle. C'est pas de la magie. Ce sont les données. Mais nous utilisons des données importées. Et c'est là où le problème qu'on a en Afrique. Mais il y a quand même certains pays qui sont déjà avancés là-bas. Alors, en ce qui concerne les décideurs, l'intelligence artificielle, son application, c'est dans tous les secteurs de la vie. Dans tous les secteurs. Et je vais vous choquer. Je ne connais pas un seul secteur qui va échapper dans l'intelligence artificielle. Aucun. Un petit peu, je peux dire, je suivais Bill Gates, le milliardaire Bill Gates. Il a dit, il pensait que les infirmiers, ça c'est le seul secteur qui pense que ça peut échapper. Mais je vous dis la vérité, je n'ai aucun problème avec les infirmiers. Mais un robot, bien là avec IA, ferait un très bon travail que les médecins, les docteurs. Je ne parle même pas d'infirmier. Parce qu'il a toutes les données. Voilà. Mais tout ce qu'il fait, il a toutes les images. Vous l'amenez des images, il peut dire, ah voilà, ça ici. Vous avez ça. Et vous devriez être prescrit de telle façon. L'infirmier peut se tromper, mais l'intelligence artificielle, toutes les données qu'il a, il ne peut pas se tromper. Je peux vous rassurer même que l'intelligence artificielle peut créer un présentateur qui pose des questions. Ouais, en fait, ça c'est la chose la plus facile à faire. Parce qu'aujourd'hui, ils appellent ça... Bon, il y a des applications où vous pouvez prendre, tel que vous êtes. Voilà. Ça sera... Je peux prendre quelle application? Je prends 11 Labs. Vous avez entendu parler des gens qui ont une voix qu'on prend... On utilise votre voix. Exactement. On a vu ça et ça a créé une tollée. Hein, je donne l'exemple du pasteur Marcelo. Aujourd'hui, quand vous entrez même sur TikTok, sur Internet, vous voyez des gens qui peuvent créer même la voix du président de la République. Et je vais vous dire, avec l'intelligence artificielle, ce sont des choses simples. Parce qu'aujourd'hui, 95% des gens ne peuvent pas reconnaître, peuvent faire la différence entre la voix. 95%. La voix authentique et celle clonée. Donc c'est un sérieux problème. Donc prendre votre personne comme ça et on essaie de mettre la voix et que vous allez présenter, l'intelligence artificielle fait ça. C'est pourquoi ici, je crois qu'on est déjà en train de faire ça. Il faudrait que rapidement qu'il y ait une loi pour essayer de... Il y a toujours les bons côtés et les mauvais côtés pour essayer de régulariser. Alors, on va y entrer, la deuxième partie de l'émission, mais ça m'étante tellement que je pose la dernière question, où je vais résumer parce qu'il y en a plein. Est-ce que aujourd'hui nous pouvons essayer aussi de penser sur, par exemple, se pencher sur l'intelligence et éviter tout ce qu'il y a comme maladie dans le domaine agricole? L'intelligence artificielle peut donner toutes ces questions avant, parce que les agriculteurs ont aussi ces problèmes-là. Des problèmes où il n'y a pas de récolte à cause d'une ou telle raison. Ça, c'est un de deux. Au-delà de tout ça, est-ce que, au-delà de l'applicabilité des lois qui manquent, est-ce qu'il faudrait encore rajouter des lois pour savoir cela? Moi, je proposerais une loi que tout un chacun, chez lui, ait quand même une plantation, par exemple. Mais avec l'intelligence artificielle, ça sera peut-être autre chose, mais on ira dans les traditionnels. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces secteurs-là? Aujourd'hui, avec les téléphones, les smartphones, il y a des applications où l'agriculteur, l'agronome peut venir, juste prendre la photo et automatiquement, vous avez la maladie, mode d'action pour traiter cette maladie, ainsi de suite. Donc, l'intelligence artificielle, surtout les agronomes, ça les aide vraiment. Et ça peut aider pour les sols, pour les maladies et pour toute autre chose. Déterminer les insectes, mais vous avez besoin de l'homme.
l'agronome pour essayer aussi maintenant d'encadrer les agriculteurs. Oui. Ouais. Alors, du côté de ce qu'il faut faire, des recommandations. Ouais. J'ai oublié la question. La deuxième question. Des recommandations ou des lois qu'il faut mettre en place. C'est ça, Je suis tout à fait d'accord. Je crois pas qu'il faudrait... Il y a les lois, on va toujours continuer à les voter, surtout que les choses évoluent. Oui. Surtout avec l'histoire de l'intelligence artificielle ici, il faudrait des lois. Tout ça, mais on a la loi de la numérique, mais il y a aussi des lois qui doivent s'adapter. Oui. Mais les textes qui sont là, il faudrait rapidement que nous essayions quand même de les mettre en application. Et je crois, les États-Unis, 5 ou 7% de la population qui cultive. On n'a pas besoin que tout le monde puisse faire les sols. C'est pas important. C'est pas important que tout le monde le fasse. Mais ceux qui le font, il faudrait que nous puissions les accompagner. Oui. Parce qu'ils peuvent produire, et moi je viens acheter. Voilà. Et l'autre personne transforme. Comment s'y prendre avec un pays où il n'y a pas d'infrastructure, il y a un problème de ramener les aliments vers la ville ou vers un coin vers un autre, un pays qui est vaste. C'est aussi ça des problèmes que nous avons. Oui, moi je pense que l'encadrement des agriculteurs. Voilà. Les gens produisent chaque jour, mais peut-être pas en grande quantité. Voilà. C'est l'autoconsommation. C'est comme ça que c'est pas en grande quantité, on est obligé d'importer. Mais la première des choses, c'est augmenter la production. Et voilà, l'intelligence artificielle peut nous aider à faire ça parce qu'on va déterminer quand est-ce qu'il faut cultiver, où cultiver. Oui. Le problème, c'est quoi avec l'agriculture? Voilà. Vous avez 1 hectare. Voilà. Vous produisez 10 tonnes. Et il y a une autre personne, grâce à l'encadrement, les semences améliorées, peut-être un peu de fertilisants, qui vous produit 40 tonnes. Mais la force que vous exercez pour labourer, c'est la même. Donc, il faut augmenter la production par hectare. Voilà. C'est là où le problème se pose. Augmenter la production par hectare. Donc, on peut utiliser une petite étendue, mais augmenter la production. Mais aujourd'hui, même l'étendue où nous cultivons, la production est trop faible. C'est comme ça qu'on n'est même pas en mesure de faire. Mais partout là-bas à l'intérieur, les gens cultivent. C'est comme ça qu'ils... Mais ce n'est pas en grande quantité parce qu'il faudrait acheminer, voir toute la chaîne des valeurs agricoles. Vous cultivez, vous devez aller vendre quelque part. Vous allez seulement ici au Bas-Congo, Congo central. Sur la route, vous verrez des tomates qui pourrissent. Simplement parce qu'on ne peut pas conserver. Oui. Des tomates qui pourrissent. Donc il faut vraiment accompagner les agriculteurs. Très bien. Intelligence artificielle, nous ne pouvons pas passer à côté. Voilà pourquoi je vous avais promis qu'on en parlera vraiment en détail. C'est quoi l'intelligence artificielle? Comment s'y prendre et comment le faire? Mais dans notre temps, je vais vous montrer un petit reportage. Ce reportage m'a tiqué de me poser plusieurs questions. Il y a un ministre chargé des passations de marché où le gouvernement a décidé que ce soit un robot. Pour plusieurs raisons. Regardons, on se retrouve tout juste après, on parle de l'intelligence artificielle, son importance et comment faire pour s'y prendre et avancer dans ce domaine-là. Regardons cette image. Face à la méfiance vis-à-vis des politiques, le gouvernement albanais vient de nommer une ministre entièrement créée par l'intelligence artificielle. Diela, c'est son nom, sera en charge de la lutte anticorruption sans état d'âme et sans biais idéologique. C'est en tout cas la promesse de cette initiative absolument inédite. Grégoire Vuillaume. Une ministre joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voici Diela, soleil en albanais. Je suis votre assistante virtuelle, créée par une intelligence artificielle. La nouvelle ministre des marchés publics a comme mission d'analyser tous les appels d'offres du pays. Avec elle, pas d'affect, pas d'erreur et pas de favoritisme. C'est ce que voulait le Premier ministre. Diela sera au service des marchés publics, que nous confierons progressivement à l'IA. Faisant de l'Albanie un pays où les appels d'offres publics sont 100% incorruptibles. L'Albanie, petit pays des Balkans de 2 700 000 habitants à peine, entre la Grèce et le Monténégro. Un rêve, rejoindre l'Union européenne avant 2030. Très bien.
Excellence. Ouais. Cet élément, ce n'est qu'une goutte, une goutte d'eau dans l'océan. Un pays qui décide carrément de choisir un ministre robot. Comment comprendre l'intelligence artificielle? Vous avez défini les basiques. Où est-ce que l'intelligence artificielle peut aller ou ne pas y aller? Quelles sont les lois aussi pour encadrer ces domaines qui est aussi si vaste? Est-ce que ce que nous avons déjà comme code du numérique et ces ministères du numérique suffit? Non. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi, si on peut l'appeler Excellence Diela. Excellence, oui. Ouais. En fait, elle est là 24/24. Oui. Pas de salaire, pas de favoritisme, mais elle est là. Le problème, c'est que de telles initiatives, on les verra plus les années qui vont venir. En Chine, on était en train de tester un juge. Imaginez que vous allez devant le juge qui est... qui est un robot, en fait. Qui est un robot, qui est là et... Donc, il est impartial. Un magistrat robot. Non, il a les données. Oui. Il a la loi, il a le code. Et là, c'est... Vous amenez quelques minutes. Oui. Il tranche. Il tranche. Et vous faites les recours. Et on tranche. Et la même chose. Tout est fini. Oui, tout est fini. Voilà, ce sont les initiatives qui vont proliférer les années qui vont venir. D'ici 2030, l'économie mondiale pourra générer 15 trillions de dollars dans le secteur de l'intelligence artificielle. Donc c'est grand, c'est du boom et tout le monde y va. Oui. Mais il faudrait peut-être penser, je vais commencer sur le plan mondial, il faut penser dans des lois parce que au moins, bon en fait ça sont des statistiques, tout ça, je crois que 80% d'emplois vont disparaître. 80% d'emplois pourront disparaître. Et je crois, d'ici 10 ans, 15 ans, le travail, je crois que ça se fera 2 ou 3 jours par semaine. On va dans ce monde-là. Parce que l'intelligence artificielle va aider. Vous savez ce qui va se passer? Ceux qui comprennent et connaissent l'intelligence artificielle vont remplacer ceux qui n'utilisent pas. Voilà. Ça sera comme ça. Les intellectuels seront ceux qui utilisent l'intelligence artificielle et les illettrés seront peut-être nous autres. Resteront entre eux, sans emploi. En train de chercher, sans emploi. Parce qu'il suffit d'une seule personne pour faire le travail qui pouvait être fait par 500 personnes. C'est comme ça, malheureusement. Ça, c'est le côté négatif de l'intelligence artificielle. Et vous voyez ce qui va se passer? Les riches deviendront encore trop riche. Très fort. Parce qu'il a une grande compagnie. Tout le monde sera à la porte. Il a 5000 employés. Il va lui rester peut-être 120. Mais il va continuer à faire l'argent. Et aussi, de l'autre côté, il y a aussi des opportunités. C'est que beaucoup de gens peuvent créer leur propre business. C'est pourquoi nous voulons que nous puissions cadrer les jeunes, qui puissent commencer à créer ces applications et essayer de vendre. Alors, un tel outil, comment le mettre à la disposition de notre État? C'est-à-dire cette connaissance. Je vois plusieurs domaines. Les chefs de l'État qui dit, par exemple, vous avez parlé du juge, qui dit que la justice est malade. Alors qu'il y a les animateurs dans ces secteurs-là. Alors qu'aujourd'hui, on peut bien créer une application, des robots, et essayer d'assainir ces milieux-là. Il y en a plein. Moi, je crois, c'est pas seulement... Il ne faut pas aller directement à la justice. Ça veut dire que l'intelligence artificielle, il y a même des choses simples que nous pouvons déjà faire avec l'intelligence artificielle. Donc, petit à petit, changer, par exemple, qu'il y ait un juge ou ministre intelligent artificiellement, ça paraît encore comme des cas exceptionnels, mais comme on dit, nous y arriverons. Mais je pense plutôt que dans nos secteurs de vie, je prends le secteur de l'éducation. Quand vous allez ailleurs, l'école primaire, et ça je vous dis la vérité, l'école primaire et l'école secondaire, il y a des cours qui sont aujourd'hui dispensés. Mais au Congo, on n'y pense même pas. Voilà. Les cours de technologie. Qu'est-ce qu'on attend pour introduire ça? Voilà. Les cours de créativité.
Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tout ça, c'est la créativité. Les autres sont en train de préparer ça. Les cours de business, dans d'autres pays, ceux qui le savent, les enfants du secondaire suivent le cours de business. Parce qu'ils doivent savoir comment gérer l'argent. Nous, on a étudié jusqu'à la fin, on n'a jamais pris les cours de business, tout ça. Les cours d'économie, les enfants doivent apprendre ça. Ne fût-ce que les basics simples, les basics. Ils doivent savoir ça. Et mathématiques, on doit renforcer. Ça veut dire que aussi longtemps que nous ne créons pas des conditions pour permettre à ce que demain, les jeunes puissent devenir des créateurs, les jeunes puissent devenir forts, nous resterons des consommateurs. Donc, c'est pas encore, il ne faut pas seulement penser à l'intelligence artificielle, mais créer des conditions ici. Ça, c'est, j'ai parlé du secteur de l'éducation. Et en ce qui concerne des lois, oui, vous l'avez dit, les lois qui existent ne sont pas suffisantes. En fait, ne sont pas vraiment adaptées avec l'intelligence artificielle. Donc, il nous faudrait, par exemple, rapidement, qu'il y ait, je crois que le gouvernement est en train de travailler là-dessus, une politique, une stratégie de l'intelligence artificielle.